Vous avez deux types de paix. Vous avez la paix façon Reservoir Dogs, Mexican standoff, c'est-à-dire chacun a un flingue sur la tempe de l'autre. C'est une paix possible, mais c'est pas la paix. Et d'ailleurs, Martin Luther King disait c'est pas la paix. Ça, c'est et puis il n'y a pas que Martin Luther King, il y avait aussi le général, je crois que c'était le général Foch. Quand on a signé le traité de Versailles, il a dit c'est pas une paix, c'est un armistice pour 20 ans. Bah, ça tombe bien, c'est pile poil 20 ans après le traité de Versailles en 1919 que la guerre est déclarée. Donc en Europe, parce que la guerre mondiale elle a commencé entre le Japon et la Chine techniquement, mais en Europe, la guerre vraiment prend ses dimensions mondiales en 1939. Et bah voilà, c'est 20 ans après le traité de Versailles, et Foch avait parfaitement compris. Et oui, bah, je vois le traité, je vois comment on humilie l'Allemagne, je vois comment tous les problèmes ne sont pas résolus, et je vois bien que dès qu'une des deux parties sera en position d'être plus armée, d'être plus puissante, elle va demander à renégocier tout ça. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, clairement, vous avez ce type de paix qui est une fausse paix. Alors, c'est mieux que rien. C'est mieux que c'est un cessez-le-feu, c'est mieux que rien. Mais c'est une fausse paix, c'est-à-dire que ça va répéter. Et tout va repartir comme avant. La vraie paix, c'est quand vraiment les conditions actives de la prospérité dépendent tellement de la paix que personne ne désire la guerre. En fait. Personne. Même pour obtenir un nouveau territoire, même pour ci, même pour ça, personne ne la désire. Et la capacité à créer ces conditions, pas comme un art, j'insiste, mais comme une technologie, bah c'est la génération de vos enfants, bah c'est les gens qui écoutent mon live là, qui va la trouver, en fait. C'est les gens qui m'écoutent là, c'est la génération actuelle, mais pas en termes de tranche d'âge, quoi, la famille de génération, donc parents, enfants, voire grands-parents, vivant actuellement, qui vont assister ou qui vont connaître les gens qui vont trouver ces méthodes-là, qui vont trouver ces méthodes économiques et politiques reproductibles pour que la paix soit stable et active, qu'elle soit en fait comme un anticyclone. Vous savez, en météorologie, vous avez deux grands types de formations météorologiques. Vous avez le cyclone et l'anticyclone, deux grands types de conditions. Alors, le cyclone, c'est quoi? C'est quand vous avez une zone de faible pression, ça attire l'air, donc comme un trou d'évier, en fait, comme un trou de lavabo, l'air arrive dedans, et ça crée un cyclone, ça fait tourner l'air, ça crée un cyclone. Et l'anticyclone, c'est quand vous avez au contraire une zone de forte pression, et cette zone de forte pression chasse, en fait, crée du vent à l'extérieur, mais cette zone de forte pression chasse les masses atmosphériques, et du coup vous créez un ciel bleu, pas de nuages, etc. Ça, c'est donc l'anticyclone. Ben, un anticyclone de paix, c'est une situation économique où la paix est stable parce que personne n'a intérêt à un conflit. Aucun groupe d'intérêt. Vous comprenez bien que le Pentagone actuel, les 700 milliards de dépenses militaires américaines par an, 750 milliards en dollars, ne sont pas du tout compatibles avec ça. Pas du tout. Et c'est pour ça que j'avais parlé du complexe pacifico-industriel dans mes conférences. Donc, si vous n'avez pas vu ce TEDx où je parle, ça s'appelle « Comment j'ai fait la guerre à la guerre ». Et je parle de ce que j'ai appelé le complexe pacifico-industriel. C'est-à-dire, en gros, montrer aux spécialistes type du Pentagone qu'ils ont plus d'argent à gagner à faire passer des technologies militaires dans le monde civil que l'inverse. Et que, réellement, si jamais c'est très bien de développer des armes, mais il faut continuer parce que si tu veux la paix, prépare la guerre, c'est comme ça, c'est un fait de la géopolitique et on ne peut pas l'enlever, ce fait, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais que les spécialistes de la conception d'armes s'intéressent aussi à la construction massive plutôt qu'à la destruction massive, c'est que c'est une des conditions en fait à la stabilisation de la paix dans le monde. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit par exemple, si les Russes avaient eu des méthodes de dessalement de l'eau de mer, ils n'auraient pas été aussi précipités pour attaquer l'Ukraine. Ça leur aurait fait un argument de moins. Je ne vous dis pas qu'ils n'auraient pas attaqué l'Ukraine, mais c'était un poids de moins dans la balance qui a déterminé une attaque de l'Ukraine maintenant. Parce qu'un des gros poids qui a déterminé, pas tout seul, mais qui a déterminé l'attaque de la Russie par l'Ukraine, l'attaque de l'Ukraine par la Russie, pardonnez-moi, c'était que la Crimée est asséchée. Et qu'il n'y a pas de technologie à l'heure actuelle disponible sur étagère pour dessaler l'eau de mer à bas coût et arroser la Crimée d'eau de mer dessalée gratuitement. On n'a pas encore... Alors on a quelques technologies, ça s'appelle le Seawater Greenhouse. Moi-même, j'ai travaillé là-dessus. Ça s'appelle j'ai appelé ça les rivières inversées. On a ce type de solution, mais c'est pas sur étagère. Elles sont pas aussi faciles à déployer que des drones, des tanks, des missiles. Et si ces technologies étaient aussi faciles à déployer que des drones, des tanks, des missiles, il y a plein
de problèmes géopolitiques qui seraient résolus. Par exemple, comme je vous disais, si la bande de Gaza avait été en co-administration égyptienne et israélienne, et c'est impossible autrement, et que les trois pays, alors Gaza, que les trois territoires, Israël, Égypte et Gaza, étaient à 40 000 par habitant en PIB, il n'y aurait plus de guerre à Gaza. Il n'y aurait plus de guerre à Gaza. Si Gaza était une zone administrative spéciale, riche, avec un port franc, une zone de détaxe, etc., type Macao, Singapour, en co-administration stable. Là, on est dans l'utopie, hein, je n'ai pas dit le contraire, mais bon, tout ce qui nous entoure est une utopie qui s'est réalisée un jour ou l'autre, mais à commencer par la totalité des technologies qui nous entourent, enfin, vous savez bien, ridicule, dangereux, évident. Mais typiquement, si la co-administration était crédible, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas Israël qui essaie de baiser l'Égypte et l'Égypte qui essaie de baiser Israël, c'est ça qui semble utopique en réalité. Mais si la co-administration de Gaza était crédible et que les trois pays, pas seulement Gaza, étaient riches, la paix serait faite. Dans cette zone-là, je ne vous parle pas de la Cisjordanie, ça, faudrait faire un milliard de vidéos dessus. Mais pour cette partie-là, la paix serait faite. Et évidemment, bon, c'est pas le cas pour plein de raisons. Donc, voilà pour la conclusion.